Merci à tous du coup d'être présents parmi nous pour ce webinaire sur la certification HVE. Comment vous allez mesurer la performance environnementale de vos exploitations. Donc, sur les intervenants aujourd'hui, donc je suis Anaïs Diguet, conseillère en développement territorial et conseillère HVE à la Chambre d'agriculture du Cher. Et donc moi, je suis Julie Launay, je suis conseillère d'entreprise à la Chambre d'agriculture, donc je fais de l'installation, de la transmission, et conseillère HVE. Donc je suis la référente technique sur le département, et donc voilà, on fait des formations et de l'appui individuel aux exploitations dans le cadre de leur démarche à la certification. Donc aujourd'hui, on vous propose ce webinaire qui s'inscrit dans une démarche régionale avec une volonté de proposer un panel de webinaires sur des thématiques ciblées spécifiquement à destination de la filière viticole en région Centre-Val de Loire. Donc c'est la démarche les mardis Viti. Vous avez dû recevoir l'invitation pour 4 webinaires différents. Donc le premier est déjà passé, c'était sur le référentiel économique du vigneron, donc organisé par la Chambre du 41. Donc aujourd'hui, nous sommes ensemble pour ce webinaire HVE, donc organisé par la Chambre du 18. Et vous avez encore 2 webinaires à venir. Un le 23 février sur devenir vigneron, organisé par la Chambre du 41. Et le dernier, le 9 mars, organisé par la Chambre du 37 sur les innovations de commercialisation. Voilà, donc l'objectif aujourd'hui de ce webinaire, c'est pour vous d'avoir les premiers éléments pour positionner votre exploitation par rapport à cette démarche HVE et de définir les attentes vis-à-vis de cette certification. Donc au niveau du format, on va être ensemble pour une petite heure. On va commencer par une présentation d'environ 25 minutes sur donc, la démarche HVE avec différents formats, des vidéos, des quiz, etc. Ensuite, nous avons le témoignage d'un viticulteur qui est déjà certifié HVE, donc viticulteur à Reuilly sur le département du Cher. Donc, on vous passera une vidéo de présentation de son exploitation. Et puis, normalement, il est parmi nous pour pouvoir répondre à vos différentes questions sur le processus de certification, ce qu'il a pu mettre en œuvre sur son exploitation pour l'atteindre, etc. Et enfin, on finira par un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, si au fur et à mesure de nos présentations, vous avez des questions, n'hésitez pas ou à les noter sur le chat ou à vous les noter vous, et on y répondra donc à la fin à ce temps d'échange consacré. En ce qui concerne les règles aussi, on s'est permis de couper vos micros. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous interpeller sur le chat ou à vous les noter. Voilà, et pour information, du coup, vous êtes 12 inscrits à ce webinaire de l'ensemble des départements de la région Centre-Val de Loire, donc des exploitations, et on a aussi parmi nous quelques conseillers, notamment de la Chambre régionale ou bien de la Chambre départementale du 37. Voilà, donc nous allons commencer à présent ce webinaire par vous passer une vidéo sur la présentation de la certification environnementale des exploitations. La certification environnementale des exploitations agricoles est une démarche de progrès par étapes vers une haute valeur environnementale. La certification environnementale est une démarche partenariale qui mobilise tous les acteurs concernés de la société dans un objectif commun d'améliorer l'impact de l'activité agricole sur l'environnement. Elle identifie et valorise ceux qui répondent à la demande de plus en plus forte de la société de mieux prendre en compte l'environnement dans les pratiques agricoles. Elle rend également plus lisible la mosaïque de démarches de qualité environnementale. C'est une démarche volontaire composée de 3 étapes de progression. Pour valider le niveau 1, l'agriculteur doit contacter un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole. Ce niveau correspond aux obligations réglementaires environnementales applicables au titre de la PAC en matière de bonnes conditions agroécologiques,
de santé des végétaux et de préservation de l'environnement. Le niveau 1 suppose la réalisation d'un diagnostic qui doit donner la situation environnementale de l'exploitation dans une perspective de progrès. Muni de l'attestation de niveau 1, l'agriculteur contacte ensuite un organisme certificateur agréé par le ministère de l'Agriculture pour passer au niveau 2. Le niveau 2 traduit notamment une réflexion de l'agriculteur sur l'utilisation adaptée des intrants sur son exploitation. Pour accéder à ce niveau, il faut respecter un cahier des charges avec 16 obligations qui relèvent de 4 domaines. Une biodiversité favorisée, des produits phytosanitaires bien gérés, une fertilisation équilibrée et une ressource en eau préservée. L'organisme vient sur l'exploitation vérifier le respect des 16 obligations et remet une certification valable pour une durée de 3 ans. L'autre moyen pour être certifié de niveau 2 est d'être déjà engagé dans une démarche de qualité environnementale reconnue comme équivalente par le ministère de l'Agriculture. À ce jour, c'est le cas pour plusieurs démarches, dans tous les types de filières, sur tout le territoire. Pour obtenir le niveau 3, la haute valeur environnementale, l'organisme certificateur vérifie que les seuils de performance environnementale, mesurés par des indicateurs de résultats, sont respectés. L'agriculteur a le choix entre 2 options, A et B. L'option A consiste en une série d'indicateurs relevant des 4 domaines déjà évoqués: biodiversité, stratégie phytosanitaire, gestion de la fertilisation, gestion de l'irrigation. Par exemple, l'agriculteur doit respecter la diversité de l'assolement ou l'utilisation de méthodes alternatives à la lutte chimique. L'option B évalue l'exploitation au travers de 2 indicateurs synthétiques: poids des intrants dans le chiffre d'affaires inférieur à 30%, pourcentage de la SAU en infrastructure agroécologique supérieur à 10%. Muni du certificat de niveau 3, l'agriculteur peut apposer sur ses produits la mention valorisante « Produits issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ». La certification environnementale des exploitations est une réponse adaptée du monde agricole aux attentes de la société pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Donc voilà, c'est une présentation assez rapide qui vous permet un peu de saisir un peu tout ce que concerne la certification environnementale des exploitations et avec une particularité sur la haute valeur environnementale. Donc la haute valeur environnementale, elle fait suite au Grenelle de l'environnement en 2012 et les objectifs de cette, ou les promesses, hein, comme on les appelle, de la haute valeur environnementale sont de 2 types. Donc le premier, ça va être de préserver la biodiversité naturelle et puis la biodiversité de l'exploitation. Donc on entend par biodiversité toutes les infrastructures agroécologiques qui sont présentes naturellement sur l'exploitation. On parle des haies, des lisières de bois, des bords de cours d'eau. Et on parle aussi donc, de la diversité culturelle des exploitations. Donc là, ça dépend de chaque exploitation et de son type d'assolement, par exemple. Plus il est diversifié, plus il va préserver la biodiversité. La deuxième promesse, elle est plus axée sur les intrants. Donc les exploitations certifiées haute valeur environnementale ont une faible dépendance aux intrants. Donc, on entend par intrants tout ce qui va être phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et la gestion de la ressource en eau. On verra par la suite qu'il y a 2 façons d'évaluer cette faible dépendance aux intrants en fonction de la voie qu'on choisit dans la certification environnementale. Donc là, du coup, on vous propose un petit quiz sondage assez rapide. Vous allez avoir 4 questions. On vous laisse environ 3 minutes pour répondre aux questions. Ça nous permet de voir un petit peu ce que vous avez compris du coup sur cette certification et où vous en êtes par rapport à vos connaissances. Donc, je vous partage le sondage. Voilà, normalement, c'est bon. Donc voilà, vous pouvez y répondre et on vérifiera ensemble les réponses. Il n'y a pas de souci, tout le monde y a accès. Faites-nous signe si ce n'est pas le cas. Ou un commentaire.
Vous pouvez cocher les réponses hein, en fonction de vous, ce que vous pensez, et puis on verra ensemble. Il reste encore 2 personnes à... On attend les réponses de 2 personnes encore sur ce quiz. Et après, on partagera les réponses. Alors peut-être pour les personnes qui nous ont rejoints en cours, donc on a partagé un petit quiz avec des questions, donc n'hésitez pas à répondre vous aussi. Peut-être que les deux, après, il y a 6 sur 9, Julie, parce qu'il y a nous aussi dedans. Mais du coup, on ne répond pas. Donc, je pense que tout le monde a répondu. C'est bon? Non, il reste une personne. Il y a une personne qui vient d'arriver. Non, mais... Ouais. C'est bon, du coup. Alors, je mets fin et je vous partage les résultats, du coup. Alors, donc sur la première question, donc quel est le nombre d'exploitations certifiées HVE? Alors, on a les chiffres au 1er juillet 2020 en France. Donc là, c'est toute filière confondue. Donc, c'est un nombre qui est en constante augmentation. On le voit là depuis 2-3 ans. Le nombre d'exploitations augmente significativement tous les ans. Et donc, actuellement, on a 8000 exploitations certifiées HVE en France. Donc, il y a eu une bonne réponse. Et la part des viticulteurs dans ces 8000 est de 80%. Alors, que ce soit viticulteurs purs ou des exploitations où la partie viticole est majoritaire. Donc, vous pouvez avoir des grandes cultures et une partie viticole. Souvent, c'est la partie viticole qui est majoritaire et qui est prise en compte dans ce pourcentage. Juste pour information, en région Centre-Val de Loire, on est presque à 300 exploitations certifiées. Donc, pareil, on voit la même cinétique qu'au niveau national avec une croissance constante du nombre d'exploitations certifiées. Alors, pour la deuxième question, pour atteindre le niveau 3 de la certification environnementale, qu'est-ce que je dois faire? Dans un premier temps, comme on l'a vu sur la vidéo, il faut avoir l'attestation de niveau 1. Donc, l'attestation de niveau 1, elle permet de vérifier que vous respectez la conditionnalité, donc, dans le cadre de la PAC. Donc, une fois que vous avez cette attestation niveau 1, il est préférable aussi d'avoir fait un diagnostic de niveau 3. Donc, voir si votre exploitation est certifiable haute valeur environnementale ou pas. Donc, ça, c'est un préalable. Mais le niveau 2, pour le coup, n'est pas obligatoire. Il vous faut le niveau 1 pour avoir la certification HVE, mais le niveau 2 n'est pas... voilà, c'est une étape qu'on peut sauter. Et donc, ensuite, une fois que vous avez votre attestation niveau 1, fait votre diagnostic de niveau 3, vous pouvez contacter l'organisme certificateur.
Voilà. C'est bon pour tout le monde? Sur la troisième question, donc le niveau de certification, niveau 3 de la certification environnementale. Qu'est-ce qu'il permet? Eh bien, il permet de mesurer la performance des exploitations au niveau environnemental. Et cette performance, on va la mesurer avec des indicateurs de résultats. C'est ces indicateurs, comme on peut le voir, la part des infrastructures agroécologiques par rapport à votre SAU, ça va être le positionnement de vos IFT par rapport à des indicateurs de référence. Tous ces indicateurs-là vont vous permettre d'acquérir des points pour atteindre les 10 points nécessaires à au niveau 3. Et donc, voilà, c'est pas, on ne fait pas appel à des indicateurs de moyens, c'est vraiment des indicateurs de résultats, à la différence du niveau 2, où là, on est sur des indicateurs de moyens. On ne vous demande pas d'avoir des résultats concrets sur l'exploitation. Et ça correspond, comme on le répète, à une exploitation et à une forte biodiversité et qui utilise peu d'intrants. Et pour la dernière question, le niveau 3, et notamment l'identification par le logo, qu'est-ce qu'elle permet? Et voilà, c'est le retour qu'on en a actuellement. Alors, ça va être, dans un premier temps, d'être identifié par le consommateur. Hein, ce logo, il permet vraiment, une fois sur le produit, de valoriser cette certification haute valeur environnementale et d'être reconnu par le consommateur. Il permet aussi à vous de mieux communiquer. Ce logo est encore peu connu et ça permet d'entamer le dialogue avec le consommateur sur vos pratiques. C'est vraiment un outil aussi de communication. On le voit et surtout aussi en viticulture, c'est un moyen d'accès à certains marchés, ou au moins ne pas se fermer les portes à un marché qu'on peut avoir actuellement. On le voit en viticulture, par exemple, avec des négociants. Maintenant, la certification environnementale est quelque chose de nécessaire pour pouvoir continuer à travailler avec eux. Ce qu'on ne voit pas, par contre, c'est une majoration sur les prix. Donc ça, c'est la mauvaise réponse. Actuellement, que ce soit en viticulture ou en grande culture, peu importe, on voit peu de majoration sur le prix des produits. Donc, on pourra échanger, par la suite, sur ce point-là, si vous voyez une différence ou pas. Mais ce n'est pas ce qu'on ressent dans un premier temps par rapport à cette certification. Voilà. Donc, on a eu quand même pas mal de bonnes réponses. Hein. On est sur un public averti. Voilà, merci de vous être prêté au jeu. En tout cas, voilà, ça permet d'avoir quelque chose un peu plus dynamique pour vous présenter un peu cette démarche. Le partage, tout ça. C'est bon. Du coup, maintenant, sur le processus de la certification environnementale des exploitations, donc pour reprendre un petit peu les éléments d'avant, vous avez 3 niveaux. Le niveau 1, où on est sur le respect de la réglementation environnementale, donc le respect de la réglementation de la conditionnalité de la PAC, sur 3 thématiques en particulier sur le végétal, donc les bonnes conditions agricoles et environnementales, tout ce qui concerne l'environnement et santé, production végétale. Donc, comme Julie l'expliquait avant, vous avez le niveau 1 et ce niveau 1 est obligatoire pour passer au niveau 3. Entre les deux, vous avez ce niveau 2 qui est facultatif, qui, lui, fait référence aux pratiques à faible impact environnemental que vous pouvez avoir sur vos exploitations avec des obligations de moyens. Et donc, aujourd'hui, il y a 43 démarches ou labels qui sont reconnus niveau 2 HVE. Donc, par exemple, en viticulture, si vous êtes labellisé Terravitis, ça veut dire qu'automatiquement, vous avez aussi ce niveau 2 HVE. Et enfin, donc, le niveau 3, qui permet d'accéder à la certification haute valeur environnementale avec une obligation de résultat, avec des seuils minimums à atteindre et 2 voies de certification possibles. Une voie A qui fait référence à des critères techniques et une voie B qui fait référence à des critères économiques, la voie économique. Et donc, on insiste vraiment, pour pouvoir être certifié HVE, vous avez besoin de valider le niveau 1, mais pas forcément le niveau 2.
Donc, on continue. Donc, le niveau 1, comment vous pouvez l'avoir? Eh bien, il faut que vous alliez auprès d'un organisme qui est SCA, donc c'est un système de conseil agricole, donc les chambres d'agriculture le sont, et c'est auprès de ces organismes-là que les conseillers vont vérifier tous les points du niveau 1. C'est quelque chose d'assez vaste, d'assez fastidieux. On vérifie par exemple vos plans prévisionnels de fumure, que vous respectez bien les bandes enherbées le long des cours d'eau. Voilà, c'est vraiment se caler par rapport à la conditionnalité et vérifier que tous les points sont respectés de la conditionnalité. Si un des points n'est pas respecté, soit vous vous mettez, c'est des choses qui peuvent être remises facilement dans l'ordre et vous pouvez le faire assez rapidement. Des fois, il faut attendre presque un an pour pouvoir se remettre, entre guillemets, dans les clous de la conditionnalité pour avoir cette attestation de niveau 1. Donc, elle est valable un an et elle se fait sur une campagne culturelle complète. Donc, voilà, si vous venez aujourd'hui faire votre attestation de niveau 1, on vérifiera les points de la conditionnalité sur la campagne précédente, donc 2019-2020. Ensuite, on a le niveau 3. Donc là, pour le niveau 3, il faut que vous alliez voir un organisme certificateur. Donc le niveau 3, c'est une certification sur 3 ans, donc c'est la haute valeur environnementale. Et vous avez 3 audits sur ces 3 ans. Le premier audit de certification, un audit de suivi à mi-parcours et un audit de renouvellement au bout des 3 ans si vous souhaitez continuer dans cette démarche. Et c'est une certification qui est à l'échelle de l'exploitation. Donc, si vous êtes en viticulture pure, la question ne se pose pas. Si vous avez des grandes cultures à côté, il faudra que, c'est l'ensemble de l'exploitation, donc que la partie viticole plus la partie grande culture respecte les critères de la haute valeur environnementale. C'est là où des fois ça peut pêcher pour les exploitations viticoles parce que des fois en grande culture ça peut être plus compliqué d'atteindre ce niveau 3. Donc, le choix que vous faites de la voie A ou de la voie B, il est fait pour 3 ans. Donc, sur la voie A, il y a 4 modules et il faut atteindre la note de 10 points par module. Donc, on a la biodiversité. Comme je vous disais pour la biodiversité, vos points, vous allez pouvoir atteindre ces 10 points grâce à vos infrastructures agroécologiques présentes sur l'exploitation, grâce à votre assolement, à la part de votre culture principale, la part qu'elle représente sur votre SAU, etc. On a la stratégie phyto. Donc, dans la stratégie phyto, on va avoir bien sûr les IFT, c'est souvent ce qui vous préoccupe le plus, mais il n'y a pas que ça qui vous rapporte des points. Il y a aussi la part des surfaces non traitées sur votre exploitation. Il va y avoir, si vous utilisez, et c'est souvent le cas en viticulture, des méthodes alternatives à la lutte chimique. Pour le désherbage, voilà, c'est souvent pratiqué en viticulture. Donc voilà, on a différents items qui permettent d'atteindre ces 10 points. On a la gestion de la fertilisation. Donc là, vous allez faire une balance azotée et puis voir pareil s'il y a des surfaces qui sont non fertilisées, s'il y a des parties qui sont enherbées à l'automne sur votre exploitation, etc. Donc voilà, dans chaque module, vous avez différents critères qui vous permettent d'atteindre les 10 points. Bien sûr, la gestion de l'irrigation. Donc là, vous êtes peu concerné en viticulture, sauf si vous avez une partie grande culture à côté. Mais voilà, c'est aussi des points. Et sur la voie B, on vérifie 2 aspects pour le coup. Le premier aspect, on est toujours sur les 2 promesses la haute valeur environnementale. Donc, une biodiversité préservée. Donc là, on évalue la part des infrastructures agroécologiques dans la SAU. Donc, il faut qu'elle représente plus de 10%. Ou, alors ça c'est moins votre cas, mais que 50% de la SAU, il faut que vous ayez au moins 50% de votre SAU en prairie permanente de plus de 5 ans. Là, ça concerne plutôt les éleveurs. Vous n'êtes pas concernés. Et le deuxième aspect, il faut que la part des intrants dans votre chiffre d'affaires représente moins de 30%. Donc, dans intrants, on entend bien sûr les produits phytosanitaires, tout ce qui va être de la fertilisation, mais aussi vos bouteilles, vos bouchons, etc. Tout ce qu'on peut comptabiliser comme charge sur votre exploitation. Donc ce seuil de 30% en fonction des régions
des régions viticoles n'est pas forcément évident à atteindre. Ça dépend de votre chiffre d'affaires généralement et puis Et donc, bien sûr, ce logo qui est apposable une fois que vous êtes certifié, que vous avez reçu le certificat de la part de l'organisme certificateur. Donc, on commence quand même de voir de plus en plus, que ce soit en grande surface ou chez des producteurs. Alors, pourquoi se certifier HVE? Dans un premier temps, la démarche des agriculteurs, c'est pour la plupart de valoriser des pratiques respectueuses de l'environnement auprès des consommateurs. Beaucoup de viticulteurs ou d'agriculteurs sont déjà dans cette démarche-là de réduire les entrants sur leur exploitation, de préserver la biodiversité. Et cette certification haute valeur environnementale, elle va leur permettre de le valoriser concrètement auprès du consommateur avec ce logo qui va être identifiable et donc de mettre en avant leurs produits. Ça permet aussi de se démarquer face à la concurrence. Donc voilà, c'est vrai que le secteur viticole est assez concurrentiel. Donc on voit quand même que on a les bio d'un côté, maintenant on commence à voir les exploitations certifiées HVE, et puis on a les autres. C'est vrai que nous, on a beaucoup de retours sur des salons, par exemple. On voit bien que ces trois catégories sont bien différenciées. Donc ça permet de se démarquer déjà un peu. C'est aussi de répondre à l'attente sociétale. Les consommateurs sont de plus en plus friands ou demandent sont de plus en plus exigeants par rapport aux produits qu'ils consomment. Donc voilà, ça permet déjà de les rassurer par rapport à ça. Pour certains, et c'est le cas en viticulture, ça va te permettre de développer des circuits de commercialisation, ou du moins de les maintenir. Si vous travaillez avec des GMS ou des coopératives, voilà, ça va être des fois un critère qu'ils intègrent dans leur cahier des charges. Apporter une valeur ajoutée au produit, alors ça peut être le cas, mais comme on l'a vu, ça reste très rare. On a quand même des coopératives en viticulture qui vont acheter plus cher, par exemple, si voilà, ils achètent le raisin aux viticulteurs, qui vont valoriser voilà, le raisin certifié HVE et qui vont augmenter le prix d'achat. On en a une sur le département, mais voilà, ça reste quand même à la marge. Et puis, bien sûr, il y a aussi derrière des enjeux nationaux et puis répondre aussi aux enjeux du plan filière. Donc, l'objectif du plan filière, je vous rappelle, c'est 50% des exploitations certifiées à l'horizon 2025. 2025, c'est demain. Et voilà, l'objectif est celui-là. Donc, juste pour préciser, on a eu deux questions. Donc, une question sur un coût. Donc, on va commencer à y répondre là. Une autre question sur le niveau 2. Donc, on y répondra bien dans la partie temps d'échange. Donc, pour vous présenter rapidement le coût de certification et les aides auxquelles vous pouvez prétendre pour la certification et ou pour l'accompagnement. Donc, aujourd'hui, vous avez des aides pour la certification. Donc, la certification est sur 3 ans. Donc, vous avez un taux d'aide de 80% une fois sur ces 3 années avec un plafond de dépenses de 500 €. Les retours qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est qu'un coût de certification s'estime en fonction des organismes certificateurs entre 600 et 800 €. Donc, vous pouvez avoir en fait 500 € pris en charge sur ce coût de certification. Donc là, on est vraiment sur le déplacement de l'organisme certificateur et donc la certification vraiment en elle-même. Ensuite, depuis donc ce début d'année 2021, vous avez une aide du Conseil régional qui remplace les aides spécifiques du CAP filière Viti. Donc maintenant, ces aides, elles sont ouvertes à toutes les filières, où vous pouvez être aidé pour l'accompagnement à la certification. Donc là aussi, vous avez le droit à 80% d'aide plafonnée à 550 € de dépenses. Donc par exemple, vous ne souhaitez pas passer par la formation pour évaluer si vous pouvez être, si votre autodiagnostic est bon pour le niveau 3. Les chambres d'agriculture, par exemple, peuvent vous accompagner et donc vous pouvez vous faire aider sur le coût de cet accompagnement.
Ensuite, vous avez des aides également pour tout ce qui va être investissement matériel. Si vous avez besoin d'investir sur du matériel spécifique pour atteindre le niveau 3 ou pour changer vos pratiques, vous pouvez prétendre à certaines choses. Donc, vous avez le plan de relance. Alors, effectivement, la plupart des mesures sont aujourd'hui fermées parce que les enveloppes ont été consommées très rapidement. C'est possible qu'elles soient réabondées à un moment donné. Et vous avez également donc l'appel à projet PCAE. Donc cette année, la particularité, c'est qu'il y en a 3 sur l'année 2021. Donc le premier, il s'ouvre le 22 février. Et donc là, vous pouvez faire subventionner du matériel. Et enfin, la dernière aide à laquelle vous pouvez prétendre, c'est sous forme de crédit d'impôt qui peut aller jusqu'à 2 500 € en individuel. Donc, voilà un petit peu le panel d'aides que vous pouvez avoir, que ce soit pour la partie vraiment certification ou la partie investissement et accompagnement. Et donc, on a une question à laquelle on peut répondre maintenant, parce qu'elle est directement liée, c'est quel est le coût pour un diagnostic par la Chambre? Alors, voilà, à savoir si vous parlez d'un diagnostic pour le niveau 3 ou si c'est pour le niveau 1. Peut-être qu'on pourra échanger là-dessus à la fin. Comme ça, vous pourrez prendre la parole. Ce sera peut-être plus facile pour qu'on échange. Mais, je note la question. On y répondra à la fin si ça vous convient. Donc, voilà un petit peu pour ces coûts. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire passer une vidéo de présentation donc, de l'exploitation de Monsieur Pascal Détunes, qui est donc parmi nous, donc viticulteur à Reuilly, et donc qui s'est engagé dans la certification HVE. Donc, on va vous passer la rapide vidéo et après, donc, on lui laissera la parole pour présenter un petit peu le processus de certification, comment s'est passé l'audit, est-ce que sur son exploitation, il a dû mettre en place de nouvelles pratiques pour atteindre le niveau 3, est-ce qu'il a investi, etc. Je passe la vidéo. Bonjour, je suis Pascal Détunes, je suis vigneron à Reuilly, en Centre-Val de Loire. Les raisons pour lesquelles j'ai entamé cette démarche HVE en fait, se décomposent en 2 parties. La première concerne ma conception entre guillemets de métier de vigneron qui utilise la terre, qui a pour but justement d'avoir un impact, on va dire, minimal sur l'environnement. Cette exploitation que j'ai reprise en 2017 était conduite en conventionnel, historiquement, avec une première amorce de démarche, je dirais, raisonnée. J'ai voulu accentuer cette démarche environnementale, ce qui m'a conduit vers la certification HVE. Le deuxième volet, en fait, vise à répondre à une demande, je pense, sociétale de la part du consommateur. Je vends exclusivement en bouteille, donc à des particuliers, et clairement, la demande environnementale fait partie des demandes des consommateurs. Entrer dans la démarche HVE a nécessité pour moi de faire quelques améliorations, entre guillemets, notamment au niveau des pratiques culturales, sur 2 aspects, la partie fongicide, donc traitement de la vigne et protection de la vigne contre certaines maladies comme le mildiou ou l'oïdium, mais aussi le travail du sol qui vise à remplacer le désherbage chimique. Alors c'était pour moi un challenge en soi, puisque forcément agir sur des fongicides, donc la protection de la vigne, vise à utiliser moins de produits et surtout des produits plus respectueux de l'environnement. Quant à la partie désherbage mécanique, pour moi ça a nécessité clairement un investissement assez significatif puisque j'avais 2 tracteurs enjambeurs d'un certain âge. Donc j'ai investi dans un tracteur très récent avec un équipement, je dirais, complet qui permet de désherber mécaniquement. Il y a un troisième aspect qui a eu un impact sur l'exploitation et la conduite de la vigne au sens large, et l'aspect ressources humaines, à savoir les moyens mis à disposition de l'entreprise pour pouvoir assurer la culture de la vigne. J'ai 2 permanents et ponctuellement je vais utiliser des saisonniers de façon à assurer les travaux de saison. Quant au volet biodiversité, puisque c'est un des aspects très marquants de la démarche HVE, il se trouve que dans la parcelle où nous sommes ici sur Reuilly, je dispose d'une parcelle de 3 hectares qui n'est pas en zone AOC. Et j'ai pris le parti de la mettre en jachère de façon à justement permettre d'assurer ce volet biodiversité en complément des haies que j'ai et qui sont préexistantes. Quand on intègre la démarche HVE, on s'inscrit forcément dans une démarche environnementale. Un aspect aussi qui consiste en la certification HVE, aujourd'hui je ne peux pas dire que j'ai une valorisation économique réelle. En tout cas, je ne suis pas en mesure de la mesurer. Par contre,
Il est clair que lorsque j'ai un discours vis-à-vis d'un consommateur de vin, donc un particulier, lui me pose parfois et souvent la question, est-ce que vous êtes en bio? Puisque c'est le label qui est connu et reconnu par tout le monde. Je lui dis non. Il peut y avoir la première déception du client qui dit « Ah, vous n'êtes pas bio ». Je lui dis « Mais attendez, je suis HVE ». Et là, ça interpelle. Et j'essaie de décliner, tout en restant simple, les aspects de l'environnement et de la certification HVE. Très clairement, ça rassure le consommateur. Tout à été le partage. Donc, voilà. Si Monsieur Létu voulait bien peut-être compléter ce qui a été dit dans la vidéo ou peut-être nous parler un peu de comment se passe un audit de certification et puis quel changement ça a apporté sur votre exploitation, cette certification. Alors, il faut remettre le micro pour qu'on puisse vous entendre. Bonjour à tous. Avant la certification HVE, en fait, j'avais déjà un petit peu démarré cette réflexion-là, déjà. Cette réflexion en ce sens, réduire un petit peu l'impact des phytosanitaires sur l'environnement et puis commencer à réfléchir sur le travail du sol. Et la certification, enfin l'audit et puis ensuite la certification s'est fait un peu dans la continuité. L'audit m'a permis de corriger certaines choses, donc le diagnostic plutôt m'a permis de corriger certaines choses et pouvoir accentuer des efforts sur certains points qui pêchaient peut-être un petit peu à un moment donné. Et puis lors de l'audit, on a pu le faire je dirais, très facilement et dans la continuité. Moi, j'ai pas eu de difficultés particulières. Entre guillemets, pour un agriculteur céréalier, ça peut être un peu les 3 hectares de jachère. Moi, c'est clairement une opportunité en fait, puisqu'il y avait des céréales auparavant, et donc ces 3 hectares-là sont pour moi un atout de façon à pouvoir permettre de passer les critères HVE du côté de la biodiversité. Encore que au niveau des haies, alors c'est très consommateur de temps, entre guillemets, au moment du diagnostic, de mesurer les haies. Donc, il faut parcourir toutes ces parcelles et puis les largeurs, longueurs. Donc, sinon, un petit peu juste, il faut bien documenter les éléments et puis faire le cumul de la biodiversité que l'on peut avoir. Moi, le point, donc, sur les 4 points de la certification HVE, évidemment, l'irrigation, c'est un point facile à parcourir. Il en reste donc 3. Au niveau fongicide, en général, j'utilise maintenant de plus en plus de produits de biocontrôle, donc qui sont vraiment très peu, qui permettent d'avoir un IFT relativement raisonnable. De moi-même, je proscris tous les CMR. Et ça fait partie des éléments. On parlait tout à l'heure de bio ou de… moi, oui, mais non, le CMR, je ne veux même pas en entendre parler. Donc, et pourtant, la certification HVE est relativement souple sur le sujet. Après, le point le plus délicat pour moi va être cette année. Je pense, on a un printemps qui se profile, je l'espère pas trop pluvieux, au niveau du désherbage. Parce que jusqu'à présent, j'avais une proportion en fait, de désherbage chimique raisonnable qui me permettait d'avoir la certification HVE, mais je vais aller encore au-delà. Donc, le désherbage mécanique se fait quand il y a de bonnes conditions météorologiques. Moi, c'est juste le point là aujourd'hui qui m'ont… Voilà. Et puis, comme je disais dans la vidéo, les ressources humaines, avoir des gars qui sachent conduire, qui soient qualifiés pour ça. Donc, clairement, je n'avais personne. Je recrute aussi en ce moment, donc j'ai un peu de mouvement au niveau du personnel. C'est le deuxième élément avec la météo qui va me permettre de réussir délicatement le désherbage de la vigne. D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour les autres participants? Est-ce que vous avez des questions à poser à Pascal? Voilà, peut-être plus technique ou sur des points qui peut vous poser question par rapport à ça, par rapport à son cas à lui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Il y a une ou question. à couper réactiver les micros ou dans le chat, oui. Donc, il y a une question pour savoir par quel organisme certificateur vous êtes passé.
Et sur quel point ils ont pu être un peu tatillons? Où ils ont pu vous embêter, ou est-ce que il n'y a pas eu, ça n'a pas été la peine? En l'occurrence, l'auditrice qui est venue a déjà été rassurée de voir que ma traçabilité de pratiques phytosanitaires était documentée par un petit logiciel de la chambre qui est mes parcelles. Donc déjà, elle a vu que c'était documenté. Elle a pu faire les calculs directement à partir du logiciel et elle a gagné beaucoup de temps. Donc ça, elle a beaucoup apprécié. Non, j'ai pas été spécialement, il n'y a pas eu de point particulier. On a fait le tour des bâtiments, on est allé dans la vigne. Voilà, elle a fait un peu son rôle de voir si la théorie, c'est-à-dire que toute la discussion que nous avons eue à préalable pouvait se confirmer sur le terrain. Et donc, c'était quel organisme certificateur? C'était Ocassia, je crois. Oui, c'est ça. Et est-ce que, par exemple, elle allait aller voir si vous avez, je ne sais pas si vous aviez du matériel, voilà, du matériel alternatif à la lutte chimique. Est-ce qu'elle est venue vérifier? Oui. Si vous avez... Oui, elle est venue voir mon local phyto, elle a regardé comment ce que c'était, elle m'a dit « Ah, ce serait bien de mettre une pancarte comme quoi c'est un local phyto ». Oui, mais ça peut attirer les convoitises, donc voilà. Et donc voilà, on a eu quelques discussions très pratiques. Et puis bien évidemment, quand on était sur place, elle a vu les tracteurs et notamment celui avec lequel je fais le travail du sol, bien sûr. C'est une personne qui connaît son sujet. Enfin, en tout cas, elle connaissait son sujet. C'était pas le premier audit qu'elle conduisait. Donc, ça lui a permis aussi de voir que les grandes lignes étaient là. D'accord. Il y a une question sur est-ce qu'elle a fait le lien, est-ce qu'elle a regardé entre la traçabilité et vos factures d'achat de produits? Pas du tout. Surpris, mais non. D'accord. Non, oui, effectivement, moi, faut faire attention avec ça. Donc, même si elle ne l'a pas regardé, ça ne veut pas dire qu'elle ne le regardera pas la prochaine fois. Donc, oui, je pense qu'il faut être un petit peu pointu là-dessus. Voilà, après, par expérience, le certificateur, il n'est pas là pour vous mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues. Voilà, il ne va pas venir remettre. Enfin, si vous avez déjà mesuré vos haies et qu'ils sont référencés sur papier ou par ailleurs, elle va peut-être en vérifier une, mais elle ne va pas s'amuser, la personne, à remesurer l'ensemble des haies. Ça dépend aussi de vous, comment vous êtes emparé du dossier de la thématique. Si elle voit que quand elle arrive, l'ensemble des infrastructures agroécologiques, par exemple, ont été référencées, elle va avoir moins tendance à aller revérifier que la haie fait bien 100 mètres et pas 150, etc. Oui. Non, c'est comme pour tout audit, il faut documenter. Donc, effectivement, j'ai 3 hectares, j'ai 15 hectares de vigne, donc les 10% on les a. Donc, elle n'a pas creusé plus que ça. Bon, bien sûr, je fais ma déclaration PAC, donc elle a pu voir que c'était dedans. Donc, voilà, et puis elle n'est pas allé plus loin. Celui qui n'a que des haies, il faut documenter les haies. Telle parcelle, j'ai telle longueur, telle surface, et puis elle va en prendre certainement une et puis vérifier. Ça reste un audit, donc qui est le principe de faire des échantillonnages et voir si le discours correspond à la réalité par échantillonnage. Il y a une autre question, alors peut-être si Loïc, tu peux la repréciser. Au niveau du surdosage et des ZNT, elle n'est pas revenue sur ces éléments du niveau 1. Ouais, pardon, ouais, je me permets de mettre le micro. Bonjour à tous. Oui. En fait, je parle de ces deux aspects-là parce que, alors oui, c'est des choses du niveau 1, mais nous, quand j'étais dans le sud et qu'on travaillait à la cave coopérative, quand l'AFNOR, nous, on était passé par l'AFNOR, elle s'était permise de regarder justement par rapport à la traçabilité et ces petits éléments-là qui avaient été validés par la Chambre. Et elle s'était rendue compte que ce n'était pas forcément toujours bien respecté. Donc, je voulais voir si l'organisme certificateur, en l'occurrence Ocassia, était revenu sur ces éléments-là. Alors, peut-être qu'ils sont respectés chez vous, ça, j'en doute pas. Après, c'est vrai que chez d'autres agriculteurs, c'est un peu plus compliqué et je voulais savoir si les OC, justement, c'était un élément qui pouvait être bloquant pour le niveau 3. Moi, concrètement, elle a regardé si j'avais le certificat, elle en a pris une copie et elle s'est arrêtée là. D'accord, ok. Bon. Voilà, maintenant, pour revenir au sujet, elle n'a pas regardé la facture, mais elle aurait pu. Hein. Mais tout à fait. Après, vous avez vu le nombre de certifications qui ont eu lieu.
Ils ont énormément de travail, donc je pense qu'ils se simplifient aujourd'hui, ils vont aller à l'essentiel pour les audits. Rien n'empêche, quand il y aura un peu plus de stabilité et plus de certificateurs et d'auditeurs qui passent un peu plus de temps sur les dossiers. Très pragmatique. Hein. Enfin, moi, à l'époque, ils ne savaient pas où donner de la tête. J'ai un peu poussé pour avoir un rendez-vous. C'était un peu tendu au niveau timing. J'ai réussi à obtenir gain de cause, entre guillemets, mais oui, ils étaient très occupés. Donc, ils ne vont pas être trop tatillons dans ce contexte. Et d'ailleurs, en termes de chronologie, vous avez validé le niveau 1 à quelle période et le niveau 3, vous l'avez fait à quelle période, du coup, dans la suite? Je les ai faits très rapidement. C'est-à-dire que, dit autrement, j'ai passé le certificat de niveau 1 une fois seulement quand je me suis assuré que tous mes indicateurs du niveau 3 étaient atteignables. D'accord. Donc voilà, je n'ai pas fait les choses entre guillemets dans l'ordre, mais un petit peu quand même. D'abord fait le 3, je dis ok, j'ai regardé tous les critères, ça devrait passer, j'ai 2-3 choses à améliorer. En attendant, j'ai fait le niveau 1 et puis derrière, j'ai passé le niveau 3 assez rapide. Un mois d'intervalle à peu près, ou 2 mois maximum. Avant ou après les vendanges du coup? C'était au mois de février. D'accord. Okay. Alors, ils regardent l'année de récolte. Oui. Donc après, on a 1 an pour faire l'audit. Ok, merci. Après, normalement, voilà, si le niveau 1 tous ces critères de surdosage et de ZNT sont vus dans le niveau 1 et normalement, si l'attestation du niveau 1 est délivrée, c'est que ces critères sont respectés. Ce que peut demander l'organisme certificateur, moi j'ai le cas, c'est qu'elle va vous demander si quand vous faites vos surfaces traitées, est-ce que vous prenez en compte alors je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, suivant les régions, vos tournières ou là où vous faites le tour du pulvé, normalement qui ne sont pas traitées, est-ce que vous les prenez, cette surface, elle est prise en compte quand vous faites votre dosage? Et donc si cette surface, alors parce que ça dépend des régions, mais ça a l'air d'être le cas sur certaines régions, mais pas sur d'autres. Dans le Cher, moi j'ai l'impression que ça ne se fait pas. Voilà. Si vous prenez par exemple vos tournières dans la surface de votre parcelle traitée, ces surfaces-là ne pourront pas être considérées par ailleurs non traitées, même si en réalité elles ne sont pas traitées. Voilà, c'est des petites subtilités qu'elle peut regarder. Alors, il y avait une autre question. Alors ça plus de manière générale, y a-t-il eu des audits qui n'ont pas abouti sur la certification de niveau 3 et quels en ont été les motifs? Alors, moi, pour l'expérience que j'en ai, je n'ai pas eu de personnes qui ont fait venir un organisme certificateur et pour qui le niveau 3 ne passait pas. Alors après, bon, les personnes que je connais, c'est des personnes qui ont fait une formation avec nous à la Chambre et cette formation elle leur permet de se positionner par rapport aux différents critères du niveau 3. Et s'ils voient que ça ne passe pas, ben, ils essaient de mettre en place un plan d'action pour atteindre ce niveau 3. Et si ça passe, là, ils appellent l'organisme certificateur. Les échecs, pour moi, s'il y a des motifs, c'est plus sur… en viticulture, ça va être sur la biodiversité. Alors, en fonction des exploitations, mais un viticulteur pur, en fonction de son territoire, avoir 10 points en biodiversité, ça peut être compliqué en fonction. Parce que chez Pascal de Thune, il y a une jachère de 3 hectares qui permet d'avoir une part d'infrastructures agroécologiques importantes, mais ce n'est pas le cas sur toutes les exploitations. Donc, des fois, c'est sur la partie biodiversité où c'est compliqué d'atteindre les 10 points. Et puis après, ça va être plus sur la partie phytosanitaire. Voilà. Bien que souvent, sur l'IFT hors herbicide, vous êtes largement en dessous de la référence. Donc, vous avez un certain nombre de points par rapport à ça. Après, sur l'IFT herbicide, ça peut être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si vous voulez intervenir après de vive voix, vous pouvez. On peut revenir à la question des tarifs. Alors, nous, à la Chambre d'agriculture du Cher, on a un tarif pour si vous faites que l'attestation niveau 1, vous venez nous voir juste pour l'attestation niveau 1. Je crois que de mémoire, c'est 335 €, 340 avec le nouveau tarif. Après, on a des tarifs en fonction aussi si vous êtes venu auparavant en formation. Donc, si vous êtes venu en formation à la Chambre, vous avez pu
on a pu avancer déjà sur l'autodiagnostic de niveau 1 et de niveau 3, ce qui permet de passer moins de temps en rendez-vous individuel et donc le tarif est moindre si c'est le cas. Et puis, si vous êtes accompagné seulement sur le niveau 3, vous pouvez bénéficier des aides régionales et ça vous fait un tarif de 140 €, si je me souviens. Voilà. Alors après, bien sûr, les coûts vont varier en fonction des chambres et des politiques qui sont mises en place, mais on est de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a besoin de plus de précision par rapport à ça? C'est bon. Il y avait une question aussi, Julie, par rapport au niveau 2. Oui. Est-ce que si un viticulteur est TerraVitis, il doit quand même appeler un organisme certificateur pour se faire auditer sur le niveau 2, ou bien il peut contacter directement un OC pour un audit de niveau 3 si le niveau 1 et 2 sont validés automatiquement, enfin, si le niveau 1 a été validé et que le niveau 2 est automatiquement validé? Alors, la première partie, je pense, il n'y a pas besoin de faire venir un organisme certificateur. Normalement, si la personne qui vient pour vous certifier TerraVitis, il y a un formulaire là, sur le site du ministère pour pouvoir faire la demande automatiquement d'être reconnu niveau 2 de la certification environnementale. Après, je ne comprends pas forcément la fin de la question, sachant que pour avoir le niveau 3, vous devez seulement avoir le niveau 1. Le niveau 2 n'est pas obligatoire. C'est moi qui l'ai posé, je vais la reformuler. En gros, Oui. un agriculteur qui est dans une démarche équivalente au niveau 2, il n'a pas besoin de surcroît de se faire valider le niveau 1 par une ESCA, étant donné qu'il a une équivalence de niveau 2. Si, il faudra quand même l'attestation niveau 1. Il faut quand même l'attestation niveau 1. D'accord. Oui. D'accord, ok. En fait, je ne vois pas l'intérêt du niveau 2 du coup. Après, voilà, c'est sûr. Voilà, des fois, c'est des exigences sur certaines productions, alors pas forcément qu'en vigne, mais par exemple, Global Gap, ça va être pour les grandes surfaces un cahier des charges sur lesquels ils vont se baser. Voilà, il faut que les légumes soient certifiés Global Gap et pas forcément HVE ou TerraVitis. Mais oui, le niveau 2 en soi, à l'époque, c'était pour l'agriculture, on va dire raisonnée. C'était voilà, ça équivaut à l'agriculture raisonnée, mais derrière, il n'y a aucun logo, peu de valorisation de ce niveau 2, c'est sûr. Moi, j'ai une question pour Monsieur Détune, pour le viticulteur. C'est quoi sa vision comment il voit la voie B de la certification HVE? Avec quelle réponse? Les deux réponses. La voie B, c'est plus vous faites de marge, plus vous êtes vertueux pour la biodiversité et pour l'environnement. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse. Donc, pour moi, on ne devrait même pas en parler. Non, mais c'est une très bonne question parce que justement, HVE, oui, très bien, on en met. Effectivement, c'est très bien parce que il faut faire quelque chose de toute façon. Maintenant, on commence à avoir dans les médias quelques petits échos où HVE ne serait pas si vertueux que ça. Donc, il est absolument urgent de supprimer la voie B, urgent de supprimer les CMR. Alors, il y a 2-3 ajustements à faire qui sont contraignants. Mais concrètement, la voie B, ce sont les champenois, peut-être un peu nos amis sancerrois. Moi, je sais que je m'étais amusé à faire le test dans une bonne année, j'étais juste. Donc, mais non, c'est voilà, il ne faut pas la voie B, pas bien. Oui, voilà, c'est vrai que… Voilà. Non, mais moi, je comprends tout à fait. Hein. Mais c'est vrai que sur la voie B, comme on est par rapport au chiffre d'affaires, il y a des filières qui sont bien plus favorisées que d'autres. Et puis, voilà, même la viticulture peut-être y atteindre, mais quand on regarde la grande culture ou l'élevage, cette voie B est quasi impossible. Oui, après, ça peut être une solution pour des exploitations, on va dire… en légumes ou en arboriculture, dans la voie A, par exemple sur la partie phyto, ils n'ont pas d'IFT. Donc, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir 2 points sur cette partie IFT. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent quand même à atteindre les 10 points sur les autres indicateurs, ce qui est quand même compliqué. Mais voilà, je ne suis pas sûre que ce soit ces productions-là qui aillent le plus vers la voie.
En parlant de ça, Julie, justement, par rapport à ces gens-là qui n'ont pas les IFT pour avoir les points, c'est les seules façons qu'ils ont de gratter des points. On est d'accord que c'est sur les surfaces non traitées et c'est sur la variété, végétale. Sur les surfaces non traitées, un viticulteur, est-ce que une vigne qu'il n'a pas traitée dans l'année, ça peut arriver, mais enfin, on va prendre un exemple qui n'existe pas, mais admettons qu'il ait une parcelle je ne sais pas, Cabernet qu'il ne traite pas, si c'est justifié dans la traçabilité, est-ce qu'il la prend en compte dans la surface non traitée, ou est-ce qu'une surface non traitée, c'est forcément une jachère ou une bordure de champ ou autre? Non, ça peut être une vigne non traitée. D'accord, ok. Donc les Pareil, maraîchers, en l'occurrence. si les tournières, quand le dosage est fait et que la surface prise, c'est réellement la surface plantée, les tournières peuvent être considérées comme surface non traitée. Après, voilà, ça c'est l'organisme certificateur, la personne qui va venir, qui va vous reposer la question, être sûr avec vous que c'est la surface non traitée, la surface de la parcelle plantée qui est réellement traitée et que c'est cette surface-là que vous prenez pour le dosage. C'est vrai, mais il faut aussi que ce soit pérenne. Je devais dire par là qu'une zone non traitée, c'est bien qu'elle soit non traitée plusieurs années consécutivement. La vigne non traitée, plusieurs années de suite, plus délicat. C'était un très mauvais exemple. Mais c'est de se dire, voilà, ça peut être. Et puis, oui, c'est que ça peut passer une année parce que vous ne traitez pas cette vigne, mais est-ce que c'est pérenne dans le temps? Parce que l'année d'après, si vous la traitez, est-ce que vos IFT seront bons? Non, par contre, elle va permettre, cette parcelle non traitée, de réduire l'IFT, puisqu'elle va rentrer dans le lot commun de l'ensemble du calcul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question, puisqu'on a eu le sujet, peut-être pour Julie ou Anaïs. Justement, est-ce qu'il y a des évolutions pour HVE qui sont prévues? Est-ce qu'il faut anticiper un petit peu les choses? Je n'ai entendu de rien autre que ce que l'on peut avoir dans les médias. Donc, il y a des évolutions, oui, qui sont prévues. Alors, je ne suis pas sûre que ça concerne les vitimes, mais il va y avoir une évolution sur les IFT. Donc, les IFT de référence vont être recalculés avec des données plus récentes. Donc, voilà, ce qui vont faire varier les IFT. Et donc, voilà. Ça va être un point. Ça sera par bassin viticole, si je ne dis pas de bêtises. Oui, voilà. Donc, en fonction de vos régions. Après, bon, s'il y en a qui ont des grandes cultures, il va y avoir aussi des évolutions par rapport à ça. Des cultures qui n'étaient pas intégrées dans les IFT hors herbicides qui vont être intégrées maintenant dans le calcul. Mais ça veut dire que ça va être aussi intégré dans l'IFT de référence. Donc voilà, il va y avoir, je pense que ce point-là d'évolution va favoriser les éleveurs ou les polyculteurs éleveurs. Voilà, pour le moment, c'est les évolutions. Je ne sais pas, Élodie, donc Élodie Bécancourt. Oui, bonjour à tous. Donc, par rapport, en effet, c'est ce que tu disais, par rapport, c'est surtout la thématique IFT qui va évoluer de telle sorte que ça soit actualisé. Ce qui pose un peu question en ce moment, alors j'ai pas le détail des raisons, mais c'est surtout sur l'IFT en viticulture, en effet, pour identifier la bonne échelle pour la prise en compte de la valeur de l'IFT. Donc ça, c'est pas encore calé à ma connaissance. Il y a encore des débats, mais on devrait en savoir plus pour l'année 2021. Mais en tout cas, ça se mettra en place progressivement à partir de la mise en place, la publication du décret. C'est-à-dire que ce ne sera pas à effet immédiat. Il y aura une graduation de la mise en œuvre de ces nouveaux modalités de calcul, quoi, par de nouvelles références. C'est-à-dire en fonction de ceux qui sont déjà engagés sur des valeurs antérieures et les nouveaux qui auront à s'adapter plus rapidement aux nouvelles valeurs, quoi. Mais ça, on aura des informations au fur et à mesure de l'année 2021. De toute manière, nous, on les partagera au niveau des chambres, je pense. Tout à fait.
Et puis, mais ça, c'est encore qu'à l'ébauche de réflexion, mais ça donne un peu le contexte global. À travers, il y a une commission nationale professionnelle et avec le ministère qui échange sur les évolutions et notamment, par exemple, sur l'IFT. Et donc, il y a des échanges en cours sur des évolutions potentielles du référentiel à moyen terme pour intégrer d'autres enjeux autour de l'agriculture. Donc, c'est des discussions en cours, à voir comment ça aboutira. Mais voilà, il y a une réflexion aussi globale, nationale, sur l'avenir à moyen terme d'HVE pour l'adapter, puisque le référentiel, il date de 10 ans maintenant, quoi. Mais c'est pas pour une application tout de suite, c'est plutôt de l'ordre du moyen terme, voire long terme, quoi. D'accord. Merci Elodie pour ces précisions. Alors, est-ce qu'il reste des questions? On peut prendre une dernière question peut-être? S'il y en a. C'est bon? On vous propose de clôturer. Alors, du coup, juste pour vous rappeler 4 points clés de ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble. Donc, cette certification HVE, elle est bien pour 3 ans. Pour être certifié, donc apposer le logo sur vos produits, vous devez bien avoir une attestation de niveau 1 et valider le niveau 3. Donc, le niveau 2 reste facultatif. Cette certification, elle est bien à l'échelle de l'exploitation, donc de l'ensemble des ateliers. Et enfin, vous avez aujourd'hui une opportunité d'aide et pour la certification et pour l'accompagnement à cette certification. À savoir que voilà, c'est le cas cette année, 2021, mais je pense qu'avec l'explosion des exploitations certifiées HVE, ce sera pas éternel, je pense, ce type d'aide, parce que c'est quand même beaucoup aidé. C'est une position portée par la région Centre-Val de Loire, mais voilà, à voir si ça va se maintenir dans le temps. Donc, nous vous avons remis vos contacts en région centre. Donc, vous avez dans chaque département, dans vos chambres départementales, un référent sur cette thématique HVE, dont vous avez le nom et les coordonnées. Donc, n'hésitez pas à le ou la contacter pour avoir des renseignements, hein. Chaque chambre départementale organise des formations ou propose des accompagnements. Donc, voilà, n'hésitez pas à les contacter pour avoir des renseignements si vous avez des questions spécifiques. Donc, on pourra vous renvoyer, si vous le souhaitez, le PowerPoint du webinaire pour que vous ayez le temps de regarder ça. Et puis, pour information, du coup, il sera disponible en replay sur le site donc, de la Chambre régionale et sur les sites des chambres départementales. Voilà, donc nous vous proposons de clôturer ce webinaire. Merci beaucoup de votre participation et de votre attention. Merci Pascal pour ta présence aujourd'hui, pour ces échanges. Nous espérons avoir répondu à vos questions. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec vos référents si vous avez des interrogations. Merci. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.